Egunon, mille esker. Merci à tout l'intérêt ou à tous les gens qui ont un intérêt aujourd'hui dans cette pièce. On va le faire en deux langues. Je vais faire une introduction pour la presse basque et je continuerai en français et la conférence continuera en français. Vu que on vient de très loin et que la publication sera française et localement en basque, et je remercie la presse d'être venue aussi nombreuse. Et c'est souvent au dernier moment, comme nous, notre collectif, vous verrez bien au niveau de la conférence comment on l'a réalisé en catimini et pas dans de bonnes conditions. La preuve, certains journalistes ont même été un peu pas dorlotés. Merci à tous les éleveurs aussi qui sont venus ici à la conférence exprimer leur manifeste. Et puis on commence par expliquer ce qu'a été pour nous cette dermatose, cette dramaturgie. Donc la dermatose nodulaire bovine a commencé en France dans les Savoies en début d'été 2025. Donc le protocole de l'État qui a été appliqué, c'est l'abattage total des troupeaux avec un cas de contaminé et la mise en place de zones réglementées, avec ensuite des zones de vaccination. Donc on s'est retrouvé pour ici le sud-ouest avec la dermatose qui a continué d'évoluer donc malgré le protocole d'État qui a été appliqué. En début d'hiver, les syndicats tous ont négocié la vaccination obligatoire pour tout le Piémont pyrénéen sans pour autant obtenir l'arrêt de l'abattage total. Dans ce contexte, nous n'avons pas trouvé notre place. Nous sommes donc rassemblés sous ce collectif, le collectif Libre, ou Libré en basque, qui rassemble des paysans du Gers, du Pays basque et du Béarn. Voilà, et notre cheval de bataille, c'est la liberté vaccinale. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on a, comme tout le monde et comme tous les éleveurs, comme les consommateurs qui sont attentifs à ça ont dû le remarquer, c'est un vaccin qui n'a pas d'AMM, qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que les tests, on va dire classiques et normaux, qui valident un médicament au sein de l'Union européenne, n'ont pas été jusqu'au bout ou n'ont pas été faits, pas encore. Donc c'est un vaccin qui a juste une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation. Donc on n'a pas de recul ni sur son efficacité, ni sur ses effets secondaires. On remarque aussi, nous éleveurs, pour les premiers qui le font, parce qu'on a eu les témoignages, une incohérence au niveau des dosages. C'est-à-dire qu'on nous demande de vacciner une bête qui vient de naître, qui fait 40-45 kg, avec la même dose qu'un taureau ou qu'une vache qui fait 1 tonne. Donc là, il y a quand même quelque chose qui cloche vraiment pour nous. On a, hélas, pour ceux qui l'ont fait, qui sont légion, entendu bon nombre d'effets secondaires. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les éleveurs n'osent même pas en parler. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez vu tous, l'abattage total est maintenu malgré la vaccination. Donc de peur à ce qu'on leur dise, c'est peut-être la dermatose qui est arrivée, ils n'en parlent même pas à leur vétérinaire. Les effets secondaires sont une perte d'appétit, bon, ça c'est pas trop méchant, une perte de production de lait, des œdèmes gênants, douloureux, qui empêchent les vaches d'aller manger, des avortements et même des bêtes qui en sont mortes tout simplement, les plus faibles. Et on remarque aussi, ça on l'a vu après en discutant avec les maquignons, une énorme incohérence, c'est-à-dire qu'il y a des bêtes qui ont pu être vaccinées aujourd'hui, et demain, elles sont prévues et elles vont à l'abattoir. Il n'y a pas de souci, ça ne dérange personne. C'est-à-dire que nous, éleveurs, quand on utilise un produit, on a un carnet d'élevage que l'on remplit soigneusement.
ou si on fait une intervention sur une bête, il faut qu'on précise tel jour on a piqué pour telle pathologie avec tel produit, et il y a un délai d'attente avant abattage systématique. Et là, c'est un produit magique, sans doute, il n'y a pas de délai d'abattage. Donc il y a des bêtes qui ont déjà été abattues quelques jours après leur vaccination, qui sont déjà passées dans le circuit de l'alimentation et que peut-être qu'on en a déjà tous mangé un peu. Donc bon appétit pour les consommateurs. Oui, et donc moi je continue à dire, malgré cette vaccination imposée par le protocole mis en place par l'État, on a continué à abattre quand même des troupeaux sains, ce qui est inacceptable quand même. Et on continue à vacciner et on nous impose cette vaccination qui n'est pas utile à nos yeux. Ensuite, moi j'aimerais parler aussi d'une race locale, le métissou, et de la faune sauvage, que certains métissous ne sont pas répertoriés par le DE. D'autres oui, donc voilà, ils suivent le protocole, mais certains non. Et moi, on est beaucoup habité pas loin de ces races locales, de la faune sauvage, et l'imposition vaccinale n'est pas faite à mes yeux. La pression forte que nous avons eue, que nous avons encore des vétérinaires et de l'État, nous a fait chercher dans des documents. En fait, en 1968, il y a un décret déjà écrit qui dit que cette maladie est bénigne et qu'une quarantaine de 28 jours suffit à immuniser les animaux de cette maladie. Aujourd'hui, on nous impose donc cette vaccination qui est, à mon avis, pas nécessaire, puisque beaucoup d'éleveurs qui ont vacciné regrettent aujourd'hui de l'avoir fait, vu les effets secondaires et l'efficacité du vaccin, dont on voit qu'il y a des cas qui réagissent, qui ne sont pas positifs à la maladie, mais qui sont positifs au vaccin, et qui met une peur immense dans nos fermes. Curieusement, ça n'a pas été du tout calculé. Une personne qui vend son lait à la laiterie nous a fait remarquer, mais autour de la table, vous êtes la plupart des collectionneurs de races anciennes, collectionneurs ou éleveurs plutôt. Eh bien, pourquoi? La réponse est simple, c'est que les races anciennes, on y tient pour la rusticité, pour son identité, son ancrage et surtout son goût. Et c'est pas pour rien non plus que on se retrouve, et c'est important de le souligner, sur cet angle national où se pose le sabot de l'Aquitaine. Eh bien, nous sommes l'endroit le plus dynamique au niveau consommateur-producteur, où il y a le plus grand nombre d'AMAP, de magasins et de rapports entre le producteur et le consommateur. Donc, ce collectif, quand même, il a été créé par des gens qu'on ne se connaissait pas, des éleveurs, et avec un objectif, c'est que notre métier, quand même, c'est d'élever nos bêtes, de les nourrir sainement, mais aussi de les soigner nous-mêmes. Et à la fin du cycle, que cette viande soit consommée par le consommateur. Donc, comme disait Jean-Michel, ici on est un secteur où la vente directe est très très importante, où il y a des très petites structures qui se sont diversifiées avec la vente directe, et on a un lien directement au consommateur. Donc nous pensons aujourd'hui ces produits de qualité, sous marque de qualité, sont importantes. Et c'est pour ça qu'on a besoin du consommateur, du soutien de tous les consommateurs. Il faut savoir que dans les labels aujourd'hui, les délais après une vaccination, il n'y a pas de délai, ce qui est incroyable. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est que si on accepte aujourd'hui
une vaccination pour des maladies qui sont où on peut soigner la bête, et avec des vaccins, ça ouvre la porte à plusieurs vaccins. On sait qu'aujourd'hui, il faut que nous en tant qu'éleveurs, qu'on comprenne ces maladies, et dans un but d'apprendre à vivre avec ces maladies. Et aujourd'hui, on a besoin du soutien de tous ces consommateurs qui achètent nos viandes, parce que les paysans font le maximum pour que tous les animaux qui sortent de leurs exploitations soient bien traités, et aussi que la viande soit de bonne qualité et qu'il n'y ait pas d'effets secondaires aussi suite à la consommation de viande vaccinée. Aujourd'hui, il faut dire que quand on demande au service vétérinaire une attestation où il stipule qu'il n'y a aucun effet secondaire sur nos animaux et que la viande qu'on produise n'ait aucun effet secondaire sur le consommateur, ils ne veulent pas nous la signer. Donc, on est au pied du mur aujourd'hui, on n'est qu'une petite poignée, mais on est là pour faire réveiller la conscience des consommateurs. Donc, ce collectif libre d'éleveurs a le soutien effectivement de bon nombre de consommateurs, mais aussi il nous a semblé important de faire le lien avec ce que l'agglomération Pays Basque a voté le 6 décembre dernier, qui est donc un conseil de l'agriculture et de l'alimentation pour permettre justement de soutenir une agriculture locale et soutenir aussi les circuits courts. Donc je pense que ça va complètement dans le sens de votre démarche, et il me semble que ça va être important de poursuivre ce travail en lien donc justement avec des élus, mais également pour pouvoir recréer encore davantage de liens avec les consommateurs. En tout cas, merci à vous. Je crois qu'on peut donner la parole aussi à des consommateurs qui ont souhaité s'exprimer. Tu veux nous raconter ta petite anecdote tout à l'heure et puis... Enfin oui, effectivement, j'ai une anecdote, mais en fait moi je suis venu là effectivement pour soutenir les éleveurs. Mais par contre j'ai été étonné parce que pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un boucher à Bayonne, et je lui dis mais en fait vous n'avez pas de soucis avec vous, avec ce qui se passe actuellement, etc. Il me dit bah écoutez, moi j'ai pas de problème parce que mes viandes ne viennent pas de France. Voilà la réponse que j'ai eue. Alors je lui dis oui, mais ailleurs ils ont peut-être la maladie. Oui, mais ça nous on est en règle en tous les cas. Voilà, à partir de là la question se pose plus. Donc ça c'est quand même très très grave. Voilà, donc j'espère que ça va se régler et que voilà, tous les éleveurs vont pouvoir effectivement vendre la qualité qui est vraiment représentée aujourd'hui, et je tiens à vous souhaiter beaucoup de courage dans cette problématique. Merci. Est-ce que d'autres... En fait, moi je suis issue comme beaucoup de monde de grands-parents en majorité paysans. Je suis proche de certains producteurs locaux, et je suis très inquiète de voir avec ces méthodes qui sont quasiment guerrières d'abattage de troupeaux dont on sait qu'ils sont sains, que ça puisse affecter cette agriculture de petits exploitants, des exploitations familiales qui sont mises en danger, et tout le travail de génération et de génération de gens qui ont participé à la création de ces troupeaux soit détruit comme ça pour une maladie qui, jusqu'en 1968, on le sait maintenant, était juste traitée par une quarantaine de 28 jours des bêtes qui guérissaient spontanément si elles n'en mouraient pas et qui étaient immunisées à vie. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que moi je suis ici. Et je souhaite que votre démarche puisse aboutir et que vous soyez relayé par de nombreuses personnes. Merci. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer ? Je te rends la parole, Jean-Michel. Elle sera simple. Merci encore. On ne pensait pas être face à cette problématique aujourd'hui, même
dans nos chaumières, avec nos produits, avec les clients, avec les magasins dont on a mis en place. On était loin de pouvoir activer subitement, excusez-nous, de cette situation d'apprenti. Mais bon, on fait et on fera ce que l'on peut. Je pense que pendant le Covid, ça a été un peu ça aussi. Sauf qu'on n'a pas été à même après d'assurer toute la logistique, même si le consommateur était très demandeur. Le naturel est revenu au galop. On est en train de reprendre tout ça, mais le monde risque de changer. Non, je voulais savoir ce que vous pensiez de la stratégie syndicale. Alors on a bien compris que le monde agricole était contre l'abattage systématique. Manifestement, les stratégies syndicales mises en œuvre, c'est celle de... Bon, ben, on accepte la vaccination et puis dans le bras de fer avec l'État, on espère pouvoir modifier le protocole. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces stratégies syndicales Oui, juste pour vous répondre, on s'est vu il n'y a pas longtemps dans les endroits. Ici, il n'y a pas d'histoire de syndicale. On est tous pour la même cause. Donc certains sont syndiqués, d'autres non, et le mélange est là. Et même de très loin, il y a des gens du Gers, des Landes, Béarnais, Pays Basque bien sûr, mais voilà. Et je pense que ça va s'agrandir. Donc il n'y a pas d'histoire syndicale, il n'y a pas de politique, et on est là pour se mélanger et combattre tous ensemble jusqu'au dernier moment, ça c'est sûr. Il y a un désaccord Donc, je ne sais pas si on peut parler de stratégie. C'est au coup par coup aujourd'hui, je pense, d'un point de vue syndical aussi. Nous, on a voulu poser la question sur la table de la vaccination. C'est vrai que si on peut parler de stratégie, mais je pense que c'est pas une stratégie, c'est tout simplement l'État qui nous a mis tous dans ce pétrin à négocier la vaccination contre l'abattage. Et elle s'amuse bien. Ce pouvoir central s'amuse très très bien pour faire durer, mais jusqu'à quand? Bon, nous, on se détache pas des collectifs, de la solidarité, etc., etc. Nous voulons tout simplement garder ce lien avec le consommateur qu'on risque de perdre. De toute façon, chaque fois qu'il y a des crises, on risque de perdre. Mais pour répondre à la question stratégique, nous n'avons pas de stratégie d'abord. C'est un collectif pour défendre le droit à la liberté vaccinale. Et les syndicats, on est solidaires quand il se passe quelque chose, un barrage ou une expression, et on attend toujours le mot faux de l'État qui nous mène en bateau. Et après la vaccination, ils ne sont pas presque finis déjà Actuellement, d'après les chiffres que donnent les DDPP, on est, suivant les départements, entre 80 et 90% de ce qu'ils disent de bovins vaccinés. Ouais. Donc ceux-là sont vaccinés. Après, il faut mettre en perspective que c'est quelque chose qui, dans tous les pays où ça a été mis en place, a duré. C'est-à-dire que là, ils ont vacciné une fois. Là, on commence à nous expliquer que pour les bovins transhumants, il va falloir qu'ils soient à jour de rappel. C'est-à-dire que dans 3 mois, il faudra être à jour de rappel. Donc si on calcule être à jour, ça veut dire plus de 28 jours. Donc ça veut dire que dans 2 mois, il faudrait qu'ils aient eu leur rappel, alors qu'on ne nous avait pas parlé de ça. C'est-à-dire que l'année prochaine, il faudra continuer à vacciner. Donc j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire, quoi. Vous, dans vos exploitations, vous refusez la vaccination? Vous avez envoyé poulet ou... Je pense que c'est la question que toute la presse pose. Hein. Et pour répondre à cette question-là, nous sommes un collectif pour la liberté vaccinale. Chacun, du moins ici, tous n'ont pas vacciné et beaucoup dans la nature n'ont pas vacciné. En nombre, nous sommes nombreux. En nombre de vaches, un tout petit peu moins. Parce que les troupeaux vaccinés sont de grande taille. Ont été mis en priorité. En théorie, par l'administration, étaient prioritaires les races à faible effectif. Bon, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est plutôt les petits effectifs qui se sont pris la peine de ne pas vacciner.
Et ça a un lien avec le consommateur aussi, ou avec un travail de sélection pointu, mais c'est pas des grosses exploitations de 200 vaches qui n'ont pas vacciné chez nous ou dans le collectif. Quantifier combien, à peu près, combien vous êtes C'est difficile. On s'est compté à un moment donné 50, 60, et puis après il en arrive de partout encore. Et il y en a qui se taisent, d'autres qui réapparaissent. Nous sommes un collectif qui politiquement n'a pas trop de soutien, hein, et on ne demande pas non plus une adhésion politique particulière. Est-ce qu'il n'y a pas une sanction, enfin, vous avez une sanction, Est-ce qu'il y a des gens qui ont été poursuivis, notamment les Sophie? Personne n'est poursuivi pour l'instant. Pour faire court, le collectif servira justement à parler au nom de la libre vaccination ou ne pas vacciner. Eh bien, on ne va pas être les avocats, mais on voudrait tout simplement coordonner. On est en train de rentrer dans la lutte en fait sur la liberté vaccinale et pouvoir avoir une voix face à l'administration, parce que l'administration va se régaler inévitablement à aller individuellement nous affaiblir ou nous interroger. Et c'est pour ça que les prochains jours, nous travaillons là à court terme justement la partie juridique et des propositions entre nous de protocoles communs et aussi de rémission des bêtes, qui n'est pas si difficile que ça. C'est pas plus difficile de soigner une dermatose, c'est bien plus facile que le problème qu'on a vécu il y a 1 an ou 2 ans avec les vaches de la MHE. Disent que vous êtes pour la liberté vaccinale, la plupart a refusé la vaccination, n'a pas vacciné. Est-ce qu'il y en a dans le collectif qui ont aussi accepté la vaccination ou il n'y en a aucun? Je pense qu'il y en a quelques-uns sous la pression, la peur, et puis ça a été une dramaturgie. C'est compréhensible et je pense que le collectif ne doit pas se braquer contre les gens qui ont à un moment donné fait le choix d'eux. Aujourd'hui, le monde agricole vit bien et mal. Et plus on a de contraintes et moins ça va. Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont vacciné parce que voilà, les vétérinaires ont fait une pression quand même très très forte avec des plus ou moins chantage et tout ça, et qui maintenant, si ça devait se refaire et ce qui est prévu, les vaccinations futures, peut-être qu'à ce moment-là, ils seront moins enclins à vacciner aussi vite, quoi. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué votre question, parce que en fait, c'est en train d'arriver. Moi, je pense, on le voit quand même. Il y a de plus en plus d'éleveurs qui nous disent qu'ils ont vu les conséquences. Ils se sont fait avoir entre guillemets parce que la sidération de l'armée qui a été pour tuer ces vaches qui n'avaient rien demandé, ça a fait un choc à tout le monde et les gens se sont laissés faire. Mais là, du coup, le choc est passé et nous, on est ouverts à ces gens-là aussi, quoi. Parce que pour bien comprendre, à l'heure actuelle, il y a une obligation vaccinale. C'est-à-dire que l'État vous dit... Oui. Comment ? Avec sanction. On va au pénal. Si on ne s'organise pas, on va droit au pénal individuellement. Et dans les vétérinaires, ils vous ont déjà dit, il faut le faire, ils vous ont fait pression, ils vous ont menacé ou pas, ou voilà. Nous avons prévu un consentement, un contrat de consentement au niveau du collectif qui fait signer les deux parties. La responsabilité du vaccin que le vétérinaire met et que réciproquement l'agriculteur ou le paysan accepte. Mais aujourd'hui, à ce jour, aucune réponse à ce protocole de consentement.
Sur le terrain, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des pressions des vétos, parce qu'ils étaient, on leur a dit qu'ils devaient tout vacciner. Donc on a eu plusieurs appels, d'abord par les secrétaires, et le dernier appel, c'est le veto qui vous appelle et qui vous dit la période de vaccination, je la termine tel jour. À partir de ce jour-là, votre dossier sera transféré à la DDPP, au service vétérinaire. Donc, et la DDTM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, quelque part? Bon, ça c'est les services de l'État, directement, qui vont prendre la main. Donc il y aura, par rapport à des mises en demeure, c'est prévu. Donc des mises en demeure, vous avez un délai, et si vous passez ce délai, vous serez susceptible d'une amende de tel montant. Donc on est dans cette période-là. Nous maintenant, on va essayer de résister le plus longtemps possible. Mais pour résister, il faut que les consommateurs réagissent aussi. Et c'est la seule force qu'on a. C'est que quelque part, que notre métier, qui a un sens, mais qui se mette au milieu de la table, ce sens-là. Parce qu'il est dans nos assiettes. Donc, nous, on est sous pression. Moi, j'en connais beaucoup qui ont vacciné de force. Je sais que normalement, il y a un copil qui se fait au niveau du département où ils donnent, où ils font un état des lieux pour dire combien de vaccinés, voilà, les retours. Mais je sais que le résultat des retours qu'il y aura sur les effets secondaires des bovins ne sera pas réel. Parce que beaucoup d'éleveurs qui ont vacciné, qui ont dans leur bétail des effets secondaires, ne vont pas appeler leur vétérinaire. Et ça, le vrai état des effets secondaires, c'est les éleveurs qui savent, et je pense que les syndicats devraient faire un bilan de ce qui se passe dans ces exploitations. Parce que celui qui nous sera donné par l'administration, à mon avis, il sera minimisé. Comment vous voyez la suite? Vous êtes créé en collectif, vous appelez, si j'ai bien compris, les agriculteurs évidemment à vous rejoindre et les consommateurs à vous soutenir. Et après, j'ai envie de dire, vous avez mis en place un protocole, vous demandez que le vétérinaire signe. Comment vous voyez la suite? Qu'est-ce que vous imaginez? La suite, il y a ce qu'on peut dire immédiatement et les imprévus qu'il va y avoir certainement, parce qu'on est depuis un mois localement au moins d'imprévu à imprévu. Et là, c'est serrer les rangs, s'organiser, mettre le second protocole en place, et puis voir les départements voisins, que ce soit l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, etc., demandent à s'organiser aussi, timidement, pour des collectifs. Voilà, on a des questions propres, ou des réponses propres à ces questions-là à donner là, à court terme. Il s'agit d'organisation, du temps et beaucoup de choses. On sait que c'est assez difficile. C'est assez difficile d'être mobilisé sur tous les champs. Il y a peut-être une... Ce que je veux rajouter, il n'y a pas que la pression des vétérinaires et des services vétérinaires. C'est qu'on sait que le monde paysan aujourd'hui, on vit beaucoup d'aide, et qu'avec l'État, ils peuvent nous sanctionner au niveau des aides qu'on reçoit. Et on sait qu'on ne peut pas tenir. On ne pourra pas tenir longtemps. Sans le soutien. C'est ça que je veux que vous compreniez. Et puis aussi, c'est que quelque part, des maladies, il y en a eu toujours. Mais là, dans ce cas-là, il faut savoir quand même qu'il y a eu une loi qui a été votée
au niveau européen en 2016 et qui est mis en application à partir de 2021, où il est stipulé l'abattage total quand il y a des maladies. Donc là, on est au-dessus des États. Là, donc voilà. Alors, c'est vrai que si la population, si le consommateur en masse ne réagit pas, eh bien, il faut s'attendre quelque part à des vaccinations régulières et voilà. Juste, enfin voilà, moi je fais partie effectivement des consommateurs, je suis pas du tout éleveur, et en fait j'aurais voulu, j'ai bien compris en fait que vous avez besoin de soutien du consommateur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider justement? C'est ça que je pense que les gens qui vont avoir besoin qui ont besoin de savoir ce qu'on peut faire vraiment pour vous aider. Investissez le consommateur. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans les AMAP, dans les appareils déjà en place, les renforcer, le besoin se créera et tous les gens qui sont derrière ont des élevages, eh bien, ce ne sera pas un appel de pied, mais ce sera des commandes de vaches sur pied ou de veaux sur pied ou de la brebis sur pied locale. Voilà. Si vous, localement, vous posez la question à votre boucher, je veux la traçabilité, je veux voir le nom du producteur qui vous fournit, il va devoir changer. Dernière question juste, là on est dans un cadre agricole, maintenant voilà, dans le public, il y a différentes personnes qu'on connaît déjà, qu'on a rencontrées dans d'autres périodes, notamment contre la vaccination en temps du Covid. Là, il y a aussi un message contre la vaccination. En tant que collectif, c'est la vaccination en soi que vous dénoncez comme méthode médicale ou scientifique, je ne sais pas comment vous dites, je pose la question sans suivi du jugement, ou c'est vraiment cette vaccination à ce moment précis contre la DNC que vous dénoncez? C'est un ensemble de choses, je pense. Le Mercosur, il y a eu, c'est grave, un responsable syndical ou une colonne syndicale qui a particulièrement défendu le Mercosur, et on apprend de ces militants ou de ces développeurs qu'ils ont des terres en Ukraine, qu'ils ont des terres au Maroc, et on n'a pas à aller très très loin à les chercher, on ne va pas les nommer aujourd'hui, mais eux nous ont gardé toute cette information sous cap. La PAC a été distribuée sous leurs conditions. Donc si l'agriculture a perdu 9 dixièmes de sa capacité en 20 ans, il y a bien des responsables. Après nous, c'est l'imposition. L'imposition de la vaccination. Nous, c'est la liberté vaccinale. C'est que aujourd'hui, ces maladies-là ne sont pas contagieuses à l'homme. Ça, il faut le savoir, ça. Et ça se soigne aussi. Et il y a des pertes, mais de combien? De 1%, 5%. Nous, on signerait tout de suite dans les exploitations. Tous les ans, on a des pertes. Donc c'est là le véritable problème. C'est que pour quelque chose qui n'est pas dangereux à l'homme, tous ces protocoles. On voit bien ce que ça fait. Ça ne fonctionne pas. J'espère que j'ai répondu à la question. Clairement. Ce que vous avez dit par la question que vous avez posée, je sous-entends derrière une idée, peut-être que ça va rejoindre. On n'a pas une position, on va dire, anarchique. On est tous avec des élevages où on se soumet à un protocole le protocole qu'on fait chaque année par rapport à de prophylaxie. C'est bien en protection par rapport à l'être humain. Ce qui est la prophylaxie, elle concerne surtout la tuberculose.
Donc ce qui fait que si à un moment donné il y a une maladie qui apparaît, qu'on appelle zoonose, c'est-à-dire que la maladie est transmissible à l'homme, qui est un risque pour l'homme, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir une proposition de vaccination. Et là, bien sûr qu'on n'aura pas le même comportement parce que c'est aussi protéger l'être humain. Donc ce qui fait que on n'y est pas, ça se verra à ce moment-là. Mais on subit, non. Oui, on le subit, mais on l'accepte. On est tous des élevages qui sont suivis par une prophylaxie. Et la prophylaxie, c'est derrière, c'est pour que la consommation protège l'homme. La consommation de nos élevages. Après, on est peut-être avant-gardiste justement en s'opposant à ce plan qui se fait maintenant, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est que il y aura certainement d'autres appels à vaccination pour ça, et prendre aussi un peu de recul par rapport à tout ce qui peut arriver comme maladie. Vous avez en Australie une zoonose, donc là c'est une contamination de l'animal à l'homme qui concerne des chevaux, une maladie sur les chevaux. Donc il y a un plan de vaccination qui est fait sur les chevaux pour protéger, pour pas que la maladie se transmette à l'homme. Maintenant, par rapport à cette zoonose qui est là-bas, vous avez qu'à regarder comment ça se traite, le type de vaccin qui est utilisé, pour rechercher sur Internet et vous allez tout comprendre. Parce que c'est une hécatombe sur les élevages de chevaux. Milasker, on débat.